Bonjour à tous. Aujourd'hui, un troisième moment autour de la logique et de son lien assez fort avec l'intelligence artificielle. On va se pencher sur le troisième volume de l'ouvrage Logique de Paul Gaucher, Pascal Gribaumont et André Theis, celui qui s'intitule Méthode pour l'intelligence artificielle. Oui, bonjour. C'est ça, on entre dans le vif du sujet de l'IA avec ce tome. L'idée, c'est de voir comment la logique formelle, telle qu'elle est présentée là dans ces extraits qu'on a consultés, comment elle va au-delà du simple 0 et 1, quoi. Comment elle fournit des outils pour concevoir des IA capables de raisonnements plus complexes, peut-être plus nuancés. C'est exactement ça. Ce volume, il prend appui sur les bases, la logique classique, pour aller vers des systèmes plus riches, vraiment pensés pour les défis que l'IA pose. D'ailleurs, l'avant-propos le dit bien, il y a ce lien entre le raisonnement humain, qu'il soit calculatoire ou symbolique, et la tentative de le simuler via l'IA justement. Alors, entrons-y. Ce qui frappe d'abord, c'est l'importance qui est donnée à la logique modale. Pourquoi ce besoin au juste? Qu'est-ce que la logique classique, disons, ne suffisait plus à faire pour l'IA? Ben, la logique classique, elle est très forte pour le vrai, le faux, le certain. Mais l'IA, elle navigue souvent dans l'incertain, le possible, le nécessaire, la connaissance ou même l'ignorance des fois. Et la logique modale, qui est explorée dès le début de ce volume 3, elle introduit justement ces nuances, avec des opérateurs comme «il est possible que» ou «il est nécessaire que». D'accord. Ça permet de raisonner sur différents mondes possibles. Euh, il faut voir ça comme différents scénarios ou états futurs qu'on peut envisager. Carnap et Kripke, ils ont posé des bases sémantiques pour ça. Le vrai saut, c'est de pouvoir formaliser non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être ou ce qui devrait être. Et ça, c'est crucial pour une machine qui doit planifier ou comprendre des croyances, des intentions. Ah, je vois un peu mieux. Donc on quitte la logique des faits purs et durs pour aller vers une logique des états d'esprit, des possibilités, des futurs potentiels. C'est ça. Ça ouvre des perspectives assez incroyables pour modéliser des raisonnements pas triviaux, quoi. Et comment ça se décline concrètement dans le livre? Précisément. L'ouvrage explore ensuite différentes saveurs de ces logiques modales. On les appelle multimodales. Il y a par exemple les logiques temporelles, pour raisonner sur le passé, le futur, logique, hein. Oui, Les logiques déontiques, qui essayent de capturer les notions d'obligation, de permission, le doit, le peut, d'accord. et surtout, les logiques épistémiques. Celles-là, elles traitent de la connaissance et de la croyance, type X c'est que P ou Y croit que Q. Et ça, c'est fondamental si on veut modéliser des agents intelligents qui interagissent entre eux. La logique de la connaissance, ça me parle. Est-ce que le livre donne des exemples, des problèmes où c'est vraiment crucial? Tout à fait. Un exemple assez classique et bien illustré dans le livre, c'est le fameux problème des trois conseillers. Ah, oui. C'est une sorte d'énigme, en fait, qui met en jeu ce que chaque conseiller sait, sur ce que les autres savent ou ne savent pas. C'est pas juste un jeu intellectuel, hein. Ça montre parfaitement comment cette logique épistémique, elle permet de décortiquer la connaissance partagée, l'ignorance mutuelle. C'est un vrai casse-tête quand on veut programmer des agents artificiels qui doivent collaborer ou négocier, mais avec des infos incomplètes. D'accord. Ça montre bien la puissance de ces outils pour analyser des scénarios interactifs complexes. Donc, si je résume un peu, ces logiques, ce ne sont pas juste des abstractions mathématiques pures. Elles offrent vraiment des outils concrets, une sorte de grammaire formelle pour essayer de coder des raisonnements plus fins dans les machines. C'est une excellente façon de le dire, oui. Une boîte à outils formelle, pour structurer, pour analyser le raisonnement complexe. Et ce n'est pas la seule chose abordée d'ailleurs. Pour être un peu plus complet sur ce volume, il parle aussi par exemple des méthodes de preuve spécifiques, comme Tableau sémantique. les tableaux sémantiques. Oui, c'est exploré au chapitre 8. En gros, ce sont des techniques systématiques pour vérifier si un raisonnement, logique, même complexe, avec toutes ces modalités dont on l'a parlé, s'il tient la route. On peut voir ça un peu comme un algorithme logique qui explore méthodiquement toutes les possibilités pour valider ou au contraire réfuter une affirmation. D'accord. On comprend mieux comment tous ces travaux logiques ont vraiment posé les bases théoriques pour que l'IA puisse, au moins en principe, manipuler des concepts bien plus riches que juste le vrai ou le faux. La possibilité, le temps, la connaissance. Oui, et ce qui est fascinant maintenant, c'est de se poser la question. Des décennies après la conception de ces cadres logiques, qui sont très sophistiqués, comment est-ce qu'ils dialoguent
avec les IA d'aujourd'hui. Hmm. Ces logiques modales, élégantes, souvent pensées pour une IA plutôt symbolique, basée sur des règles explicites, comment elles nous arment face aux géants neuronaux actuels? Je pense aux grands modèles de langage qui semblent raisonner, si on peut dire, de manière si différente, par apprentissage statistique massif. Oui, c'est vrai que le mode de raisonnement semble autre. Alors la question c'est, est-ce que cette grammaire logique fondamentale, celle décrite par Gaucher, Gris-Beaumont et Thaïs, est-ce qu'elle est toujours pertinente? Peut-être qu'elle est cachée sous les couches de données. Ou alors est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une toute nouvelle forme de logique, propre à l'IA contemporaine? Excellente question, effectivement. Ça nous laisse songeurs sur l'évolution même de la nature du raisonnement en intelligence artificielle. C'est tout pour notre exploration aujourd'hui. À bientôt dans un monde où, effectivement, les IA sont déjà partout.